Scott, en passant au conflit en Ukraine, nous avons eu Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, se rendant en Russie, rencontrant Vladimir Poutine, Ushakov et Kirill Dmitriev. Lavrov n'était pas présent. Il est allé en Chine, si je ne me trompe pas. Il discutait, vous savez, avec les Chinois, car Rubio, après tout, ne fait pas partie de ce type de discussion. Pensez-vous que cette fois, la rencontre a été d'une certaine manière différente? Parce que maintenant, nous voyons Kushner faire partie de l'équipe se rendant en Russie. Ils ont parlé pendant environ 5 heures. Quelle est la position? Où allons-nous avec ce nouveau cycle de discussion entre les États-Unis et les Russes? Eh bien, je pense que la première chose qui est claire, c'est que l'Europe est hors jeu. Elle ne compte plus, c'est fini. Et cela signifie qu'il n'y a plus de poste pour Marco Rubio. Aucun. Son rôle consistait à essayer de relier tous ses fils diplomatiques, à maintenir la continuité de la politique, et ainsi de suite. C'est terminé. Je pense qu'il y a une reconnaissance du fait que la Russie a gagné cette guerre, et que l'Ukraine se voit maintenant dire « Vous pouvez le faire de la manière facile ou de la manière difficile ». La manière facile consiste simplement à accepter que la Russie a gagné et à en finir. La manière difficile, c'est que la Russie va tous vous tuer. Donald Trump a déclaré qu'il ne resterait plus d'Ukraine si vous continuez ainsi. Et cela semble être la position adoptée. Pourquoi? Parce que la politique de Trump, vous savez, il y a une vision stratégique du monde qui consiste à ce que les États-Unis se désengagent de ces aventures héritées en Europe. L'OTAN, l'aventure de l'OTAN. Nous devons élargir l'OTAN. Mais pour cela, il nous faut un ennemi appelé la Russie. Je pense que Trump en a fini avec ça. Le Moyen-Orient, vous savez qu'il y parvienne ou non, il veut mettre fin au conflit israélo-palestinien. Je crois qu'il est sincère dans cet objectif. Qu'il puisse réellement y arriver ou non, nous n'en savons rien. Mais il ne veut pas se retrouver pris dans une nouvelle guerre qui dure des décennies, qui coûte des milliers de milliards, que nous ne gagnons pas et dont nous ne sortons jamais. Il en a fini avec le Pacifique. Vous voyez, on parle moins maintenant d'affronter la Chine à propos de Taïwan et davantage de la manière dont nous pouvons entretenir des relations économiques normales avec la Chine. Pourquoi? Parce que les États-Unis se concentrent sur le repli vers la forteresse Amérique, l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe 2.0. Et pour cela, il y a des choses auxquelles nous devons faire face. Le Venezuela, le Honduras, mettre notre pouce sur la balance là-bas, et d'autres stupidités de ce genre. Mais pour que nous puissions nous concentrer là-dessus, nous ne pouvons pas être empêtrés dans des conflits. Donc l'administration Trump, ou plutôt Trump lui-même, car il semble y avoir beaucoup de voix dissidentes, je crois qu'il est sérieux à ce sujet. Mais Trump a décidé que la voie à suivre consiste, littéralement, à parler le même langage que Vladimir Poutine utilisait en décembre 2021, un nouveau cadre de sécurité européen. Si vous lisez ce plan de paix en 28 points, enlevez les absurdités sur l'Ukraine que Keith Kellogg et Marco Rubio y ont ajoutées, et concentrez-vous sur l'essentiel. Il parle de travailler avec la Pologne pour apaiser la situation avec les États baltes, de la manière de désamorcer les tensions, de créer des sphères d'influence et d'intérêt qui n'aboutissent pas à la guerre, de calmer l'OTAN. Et la Russie dit qu'une fois cela accompli, elle n'aura aucun intérêt à faire la guerre. Cela, et ensuite le potentiel d'un engagement économique majeur avec la Russie, la meilleure garantie de sécurité possible pour les États-Unis et l'Europe face à la Russie, c'est un engagement économique significatif, où les résultats sont mutuellement bénéfiques. Et je pense que c'est la voie qu'a choisie Donald Trump, ce qui explique la présence de Steve Witkoff. Son principal interlocuteur est Kirill Dmitriev. Kushner est revenu, avec une approche plus économique. On a vu où se situait son esprit au Moyen-Orient.
Il est là avec Ushakov. Lavrov n'est pas là. Rubio n'est pas là. Parce qu'ils n'essaient pas de résoudre cette guerre. La guerre se résoudra d'elle-même. Elle est en train de se résoudre. Pendant que nous parlons, des Ukrainiens sont massacrés sur le champ de bataille. Effondrement total de l'armée ukrainienne. L'effondrement qui avait été prédit. Maintenant, les Russes avancent. Je crois qu'hier, à certains endroits, ils ont progressé de 19 km, du jamais vu. Effondrement total sur le front de Zaporizhia. Si la Russie referme ce front, il ne restera plus rien. Nous parlons maintenant de la possibilité pour la Russie de traverser le Dniepr et d'avoir une voie directe à travers Mykolaïv pour menacer Odessa. Ce que Poutine vient justement de dire qu'il ferait si l'Ukraine continue d'attaquer leurs navires. C'est fini pour les Ukrainiens. Ils n'ont plus rien. Les brigades ont la taille d'un bataillon, un bataillon celle d'une compagnie et une compagnie celle d'une escouade. Je veux dire, au lieu d'avoir 5000 hommes, ils en ont maintenant 250, et c'est tout. Ils ne peuvent faire tourner personne parce que tout le monde est mort. Il ne reste plus personne. Il ne reste plus rien. Et c'est la réalité. Chaque jour, on voit un peu plus l'effondrement. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour les Ukrainiens. Ce ne sont que de mauvaises nouvelles. Politiquement, Zelensky est à bout de souffle avec ce scandale de corruption. Et il faut se demander, qui a encouragé cela? D'où cela vient-il? Vous savez, des États-Unis. Nous savons que l'Ukraine est corrompue. C'est incroyable d'entendre des gens dire « Oh, c'est une bonne chose pour la démocratie ukrainienne ». Voyez, seule une vraie démocratie exposerait la corruption. Vous plaisantez? Vous êtes sérieux? L'Ukraine est corrompue depuis le tout début, et nous sommes jusqu'au cou dans cette corruption. C'était tellement grave que le Congrès, Ron Paul, vous vous souvenez, en 2022, disait « Il nous faut un inspecteur général. Nous leur avons donné tout cet argent. Qui en fait le suivi ?» Et le Congrès répondait « On ne veut rien savoir, mec. Donne-leur juste l'argent. » Pourquoi? Ah, les pots de vin. Oui, les pots de vin. L'argent, la corruption, tout le système. Nous étions jusqu'au cou dedans. Nous le contrôlions, nous l'avons permis. Nous savions que Zelensky ne gouverne que parce que l'argent que nous lui donnons lui permet de créer des clientèles et des structures de pouvoir. La Rada. Les gens ne vont à la Rada, leur parlement, que grâce au contrat que Zelensky peut ensuite leur accorder. Si tu es de son côté, tu obtiens un contrat. Le contrat ne signifie pas que tu fais réellement quelque chose. Cela veut simplement dire que tu reçois de l'argent. Hey, tu as un contrat. Voici de l'argent. Personne ne te demandera des comptes si tu ne l'as pas fait. Hey, tu as obtenu un contrat d'1 milliard de dollars, pour creuser des tranchées et construire des fortifications derrière la ligne de Pokrovsk. Voici ton milliard de dollars. Et maintenant, les rues sont percées. Et les gens demandent, « Hey, où sont les tranchées? » Je n'ai jamais eu le temps de les construire parce que j'étais trop occupé à acheter un collier de diamants à ma maîtresse, à m'offrir une belle Porsche et un condo à Miami. Ah, tu voulais que je creuse une tranchée? Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est l'Ukraine. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est les faire tomber. Nous avons fait tomber Yermak, qui, si vous connaissez un peu le fonctionnement de la politique ukrainienne, vous savez qu'il y a le président, et ensuite, il y a le bureau de l'administration présidentielle. La plupart des gens pensent que cela signifie que cette personne travaille pour le président. Non, c'est complètement séparé. Il a sa propre petite structure de pouvoir, et Yermak exerce des pressions sur Zelensky et tout le reste. Eh bien, Yermak est devenu un peu trop important, un peu trop sûr de lui. Terminé, il est dehors. Zelensky attendait. Apparemment, ils ont Zelensky sur un enregistrement audio, en train de tout révéler. L'Amérique détient les cartes. Et Zelensky le sait. On lui a dit « on t'a à l'œil, on peut te tuer quand on veut ».
Si on publie cet enregistrement, tu ne sortiras pas vivant de Bankova. Ils te tueront. Alors il doit jouer le jeu. Et en ce moment, c'est un petit chiot perdu qui parcourt l'Europe, parle aux Européens. Personne n'en a rien à faire. Et l'Amérique, cette délégation ne s'est pas arrêtée en Europe pour prendre contact. Rubio ne va pas au sommet de l'OTAN. Personne ne s'en soucie. C'est fini. L'expérience européenne est terminée. C'est une opération purement dirigée par les Américains. Il ne s'agit pas d'obtenir un cessez-le-feu. Il s'agit de façonner les conditions d'une relation post-conflit entre les États-Unis et la Russie. Et c'est ce qui se passe avec Kirill Dmitriev et Steve Witkoff, avec Ushakov et Kushner. Il s'agit de créer l'environnement politique. C'est Kushner et Ushakov, ou la relation économique, Dmitriev et Witkoff. Et Trump a adhéré à cela. Je suppose qu'il a décidé que la meilleure façon de surmonter l'opposition politique était simplement de les écarter tous. Keith Kellogg a été renvoyé. Trump s'endort quand Rubio parle de l'Ukraine, parce que cela n'a tout simplement aucune importance. Cela n'a absolument aucune importance. En Europe, personne n'écoute l'Europe. Personne ne s'en soucie. Ils ne sont invités à rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est la meilleure option, pour être honnête, car la seule façon dont cette guerre se termine, c'est lorsque la Russie décide qu'elle est terminée. Cela signifie que la Russie doit atteindre tous ses objectifs. Tous ses objectifs. Il semble que Trump dise en ce moment, nous n'allons pas mettre d'obstacles significatifs sur votre chemin pour atteindre cet objectif. Ce que nous ferons, c'est travailler avec les Ukrainiens et les Européens, dans la mesure où l'Europe souhaite coopérer, pour essayer de les amener à sauter l'étape où l'on meurt et à passer directement à celle de la reddition. Mais s'ils ne le veulent pas, vous ne reconnaîtrez bientôt plus le champ de bataille. Autrement dit, nous parlons d'effondrement majeur sur le point de se produire. Scott, tu dis cela depuis un certain temps. Oui, j'ai eu foutrement raison, pile dans le mille. La seule chose sur laquelle je ne me suis pas trompé, c'est le calendrier, parce que je n'en ai pas le contrôle. Mais les mathématiques militaires, dont je parle depuis de nombreuses années, c'est exactement ce qui se passe ici. L'algorithme de, vous savez. Et la Russie a épuisé les Ukrainiens, au point qu'il ne reste plus de capacité militaire pour soutenir ce combat de manière organisée et cohérente. Pendant ce temps, la Russie renforce ses réserves et son armée. Les Ukrainiens affirment que les Russes disposent d'une supériorité numérique écrasante partout et qu'ils ne peuvent plus opposer de résistance significative à ce stade. Sur le plan économique, il n'y a plus d'économie ukrainienne. Ils supplient l'Europe de prendre 160 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour la maintenir à flot. Il n'y a pas d'argent. L'économie ukrainienne ne produit rien. Elle ne peut exister que grâce à la générosité extérieure. C'est ironique. La Rada parle maintenant d'adopter un budget. Un budget pourquoi? Normalement, quand on adopte un budget, on demande combien de recettes fiscales? L'Ukraine est tellement corrompue qu'il n'y a pas de recettes fiscales. Cet argent finit dans les poches des gens. Ils ont besoin de 160 milliards de dollars pour ce budget. Et cet argent n'existe pas. La Belgique a enfin fait preuve d'intelligence. Peut-être que les États-Unis les ont contactés en disant « Nous ne vous laisserons pas faire cela avec les actifs, car cela détruirait notre entreprise à 1000 milliards de dollars. » La Belgique se trouve au centre de ce consortium de ressources. Des actifs appartenant à des États-nations et utilisés pour faciliter le commerce. L'idée générale est que si les nations déposent cet argent, il est protégé. Il sert à faciliter les échanges. Et si soudainement vous volez les actifs de la Russie, chaque nation présente dira « Eh bien, si vous volez la Russie, vous pouvez nous voler aussi. Que se passera-t-il lorsque vous n'aimerez pas ce que nous faisons? Allez-vous prendre notre argent? Et c'en sera fini. » Et pour la Belgique, cela entraînerait l'effondrement de son économie, de l'économie européenne et aussi de celle des États-Unis.
Nous ne pourrions pas nous en remettre. Donc, poliment, on a dit à l'Europe d'aller se faire voir. Cela n'arrivera tout simplement pas. À présent, l'économie ukrainienne s'effondre, ou s'est déjà effondrée. Leur secteur énergétique. La Russie les a mis hors jeu. Ils ont tenté un coup, essayé d'attaquer l'infrastructure énergétique russe, et ils ont perdu. C'était un pari, et ils ont perdu. La Russie aujourd'hui, oui, un peu de serrage de ceinture, mais ça va. L'Ukraine, non, ça ne va pas. Et cela conduit maintenant à un effondrement politique, qui est accéléré par cette enquête pour corruption, apparemment menée à la demande des États-Unis. Nous devons faire un peu attention à la manière dont nous procédons, car nous ne sommes pas irréprochables non plus. Mais je pense que ce que nous observons en ce moment, c'est un effondrement organisé. Et c'est très astucieux. Je veux dire, il faut reconnaître à Trump et à Poutine un certain mérite ici. Car ce qui est en train de se faire, c'est que par exemple, aucune des structures politiques existantes ne survivra à cette guerre. Même la Rada, le Parlement ukrainien, sera dissoute et réorganisée d'une manière favorable aux objectifs et aux ambitions à long terme de la Russie, qui consiste essentiellement à prendre le contrôle politique de l'Ukraine une fois la guerre terminée. Il y aura des élections, et la Russie va remporter ces élections. Zaloujny peut bien rester là, à se bercer d'illusions sur la poursuite de la guerre et l'adhésion à l'OTAN. Ça n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance. Il est fini. C'est un bandériste. Il sera tué ou exilé. C'est la fin de la faction bandériste, ils vont tous mourir. Et la Russie, en ce moment, a tout un tas de gens en réserve qui vont arriver et gagner les élections. Et puis tu sais, l'autre chose qui est ressortie de la réunion de Moscou, concept intéressant, les différents problèmes de l'Ukraine seront résolus par des référendums et des votes. Eh bien, voter, c'est déjà un référendum. Les Ukrainiens pourraient perdre Odessa et Mykolaïv à travers ces référendums. La Russie sera aux commandes. Et voilà la réalité. L'Ukraine a tout gâché. Elle aurait dû accepter l'accord de Poutine conclu en juin. Elle aurait alors une Ukraine souveraine. Mais Poutine a lancé l'avertissement. Si vous ne faites pas cela, c'est la meilleure offre que vous obtiendrez. C'est la dernière fois que vous l'aurez. Eh bien, à force de jouer, on finit par apprendre. Et l'Ukraine est en train d'apprendre cette dure leçon. Ils se sont attaqués aux mauvaises personnes et ils ont perdu cette guerre. Ce sera une victoire décisive de la Russie. Donald Trump est assez intelligent pour comprendre que si l'on veut éviter un enlisement d'une décennie qui ruinerait tout le monde et ne mènerait nulle part, sinon plus près d'une guerre nucléaire, il faut accepter l'inévitabilité d'une victoire russe, ce qu'il a apparemment fait. Et maintenant, il se prépare à une paix qui permettra aux États-Unis d'en sortir plus fort, à la fois politiquement et économiquement.